Oui. Oui, bonjour, c'est Gabriel Aumont de Radio Ville Lumière, je ne vous dérange pas? Non, non, c'est bon. Parfait, merci. Vous avez un petit peu de temps pour nous accorder une légère interview? Oui, 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 pas de problème. Comme prévu. C'est très gentil à vous. J'aurai avec moi pour cette interview ma collègue Céline Jérôme. Bonjour. Ouais. Bonjour. Et on va revenir sur l'actualité, notamment évidemment sur l'équipe de France, la plateforme majeure de notre football. Et déjà, je vais vous poser une simple petite question, à savoir comment vous avez trouvé l'année 2014 de l'équipe de France, parce que finalement, c'est pas une année qui fait du bien par rapport aux années galères qu'on a vécues. Bah si, c'est une année qui est dans la continuité des 4 dernières années. En fait, il y a une progression qui est assez régulière depuis Laurent Blanc. On va dire que déjà l'Euro 2012 était quand même un Euro plutôt réussi, compte tenu d'où venait l'équipe de France et ce qui s'était passé en Afrique du Sud. Et puis cette année 2014, elle vient clore une deuxième saison dirigée par Didier Deschamps, avec les changements que le sélectionneur a effectués dans l'équipe, avec des règles qu'il a bien mis en place, avec une ligne directrice en termes de collectif assez claire. On a vu une équipe se dessiner, on a vu un groupe se constituer pour la Coupe du Monde. Et l'année 2014, avec, faut le rappeler, une seule défaite pour les Bleus, qui est ce quart de finale de Coupe du Monde, oui, c'est une année très très réussie et sans doute la meilleure année de l'équipe de France depuis plusieurs saisons déjà. Est-ce que le départ de Franck Ribéry peut être préjudiciable à cette équipe de France? Bah, c'est difficile à dire. On peut toujours se demander si le quart de finale de la Coupe du Monde avec un Ribéry au top de sa forme, l'équipe de France aurait peut-être gagné, mais on peut toujours refaire l'histoire. On peut toujours réécrire ce qui a déjà été écrit. Il se trouve que Ribéry n'était pas au top de sa forme, donc de toute façon la question ne se pose pas. Et pour le moment, on n'a pas l'impression, compte tenu des prestations de l'équipe de France, que l'absence de Ribéry est préjudiciable. Encore une fois, un Ribéry qui est au meilleur de sa forme, qui peut enchaîner les matchs au plus haut niveau et réaliser des performances de très haut niveau, c'est évidemment un plus pour l'équipe de France. Mais pour le moment, l'équipe de France se comporte plutôt bien sans Franck Ribéry. Et justement, c'est quand même la retraite internationale de Ribéry, c'est quelque chose qui a surpris un petit peu le grand public quand même. C'est quelque chose de surprenant. Comment on peut expliquer cela finalement, d'une retraite comme ça, où vraiment ça a été l'étonnement général? Oui, ça a été l'étonnement général parce qu'il a fait en plusieurs temps. Il avait d'abord annoncé que l'équipe de France, il resterait à son service jusqu'à l'Euro 2016, qui est en France, faut le rappeler, et donc qui constituait pour lui sans doute l'apothéose de sa carrière. Et puis donc la surprise de cette annonce, qui est toujours un peu particulière, parce que, et Deschamps l'a rappelé lui-même, c'est rarement aux joueurs d'annoncer qu'ils sont disponibles ou pas pour l'équipe de France. C'est le sélectionneur qui décide si les joueurs sont appelés ou pas. Après, il fait un choix qui est un petit peu étonnant, mais bon, comme tout choix, on peut toujours revenir dessus. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, donc bon, jamais. Justement, vous parlez de revenir dessus. Est-ce que vous pensez qu'un jour Ribéry peut sortir de cette retraite internationale? Je ne sais pas, il a pris une décision visiblement évidemment personnelle pour pouvoir, a-t-il dit, se consacrer un peu plus à sa famille, donc on peut imaginer qu'il n'a pas spécialement envie de revenir là-dessus, mais peut-être que l'appel d'une grande compétition dans son pays, avec une équipe de France qui fonctionne plutôt bien, pourrait faire changer un petit peu d'avis. Après, il faut pas exclure non plus que des gens s'installent aussi en équipe de France, que l'équipe se construit et tourne sans lui, et qu'à un moment, quand bien même il voudrait revenir, il ne faudra pas qu'il ait laissé lui-même le train passer. Justement, vous parliez des joueurs qui pourraient s'installer. C'est effectivement, s'il venait à revenir, ce serait quelque chose de compliqué à gérer pour Didier Deschamps. Ce serait absolument pas la même situation que les revenants avant la Coupe du Monde 2006 à l'été 2005. Ce serait vraiment quelque chose de très dur. Et ça, je pense que évidemment, vous devez penser que Deschamps doit finalement pas tant vouloir que ça le retour de Ribéry, ne serait-ce que pour cette raison. Là, j'en sais rien, franchement, il faudrait demander à Deschamps lui-même. Maintenant, je me dis qu'un sélectionneur qui peut avoir à disposition un Griezmann au top, un Ribéry au top, des remplaçants
quitte à ce que ce soit un choix compliqué, que de pas pouvoir faire de choix. Si c'est ça le choix, à mon avis, c'est pas grave, c'est un problème de riche. Lors des derniers matchs amicaux de Didier Deschamps, on a vu qu'il essayait différentes tactiques avec certains changements de joueurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces prestations? Les prestations de l'équipe de France? Oui. En général? Bon, il y a eu du bon et du moins bon. On a senti quand même que d'abord le système, on l'a vu notamment contre l'Arménie, même si on va peut-être en parler, il faut pondérer un petit peu parce que l'équipe d'Arménie a fait une grosse prestation, mais on a senti que le 4-4-2 avec un milieu de terrain en losange convenait un petit peu moins à l'équipe de France et à son milieu avec Pogba, Cabaye et Matuidi. On a senti que l'équipe était un petit peu plus en difficulté, qu'il y avait un petit peu moins de solutions qui se créaient, qu'il y avait un petit peu moins d'animation et que c'était un petit peu préjudiciable à l'équipe. Et puis quand l'équipe de France était dans son schéma ou ses schémas préférés, à savoir 4-3-3 ou 4-2-3-1, elle était plus à l'aise et elle était capable de faire des bonnes prestations comme c'était le cas face à la Suède. Mais quand je disais faut pondérer, moi je pense que sur les dernières rencontres, l'Arménie alors c'est peut-être une surprise un peu paradoxale de dire ça, mais c'est une des équipes les plus intéressantes qu'on ait rencontrées. C'est l'équipe qui nous a pas l'Arménie, l'Albanie, pardon, je dis une bêtise. L'Albanie, c'est une des équipes qui nous a proposé une des cohérences collectives les plus importantes, une des équipes les plus intéressantes, qui nous a posé plus de problèmes et on a beaucoup focalisé sur le 4-4-2 qui convenait pas à l'équipe de France. On a juste oublié de préciser que l'Albanie avait réalisé un très bon match et que c'était une équipe qui était difficile à manœuvrer et que l'équipe de France finalement avait su bien réagir après avoir été menée dans un match compliqué. Alors que la Suède, paradoxalement, était apparue plus faible en tout cas. Justement, vous parliez de la tactique, mais ne serait-ce que déjà dans le choix des hommes, est-ce que c'est pas toujours compliqué? Est-ce que ça va pas être quelque chose de compliqué justement pour Deschamps à l'avenir, de se dire que par exemple quelqu'un comme Cabaye, qui est aussi des moteurs du milieu français, pas forcément titulaire au PSG ou en difficulté, tout ça est un petit peu compliqué peut-être aussi à gérer pour Deschamps, mais pour le moment jusqu'à présent on peut vraiment dire qu'il l'a très bien fait, cette façon de gérer le lien entre les clubs et entre le temps de jeu en club des joueurs et le temps de jeu en équipe de France. Jusqu'à présent, et depuis qu'il a pris l'équipe de France en main, il a quand même relativement tout bien géré. Il y a assez peu d'erreurs commises par Didier Deschamps. On peut toujours discuter de certains choix, de certaines évolutions de l'équipe, mais que ce soit en termes de choix sportifs, quand il s'est agi d'établir un groupe pour la Coupe du Monde, dans sa communication, lorsqu'il a fallu gérer justement le forfait de Ribéry notamment et ce qui précédait la Coupe du Monde pour l'équipe de France, Deschamps a commis assez peu d'erreurs. Maintenant, avoir à faire des choix, c'est son travail. Donc je pense qu'il le fera comme il a besoin de le faire. C'est vrai qu'on peut parfois s'inquiéter peut-être de l'évolution du temps de jeu de certains joueurs. C'est le cas pour Yohan Cabaye. Il se trouve que jusqu'à présent, en équipe de France, il n'a pas vraiment déçu. Il manque peut-être un petit peu de rythme parfois sur la longueur dans les matchs, mais lorsqu'il est titulaire en équipe de France, comme c'est le cas quasiment à chaque fois, à part sur le dernier match, il répond présent et avec des prestations qui sont des bonnes prestations, qui sont peut-être pas les prestations qu'on peut attendre d'un Yohan Cabaye qui jouerait régulièrement, qui enchaînerait les matchs de très haut niveau, mais qui sont des bonnes prestations d'un international. Et est-ce que justement il serait pas finalement mieux dans un sens que Cabaye quitte le PSG pour l'équipe de France? Moi je pense qu'il serait mieux que Cabaye joue plus souvent au PSG et des matchs de très haut niveau parce que effectivement il a eu du temps de jeu mais dans des matchs qui sont des matchs un petit peu moins intéressants pour un international, c'est-à-dire qu'il joue évidemment moins la Ligue des Champions. On l'a vu contre des équipes de milieu, voire de bas de tableau avec le PSG en championnat. Moi je pense que c'est ça qui serait bon pour Yohan Cabaye, qui reste au PSG parce qu'il ne peut pas se permettre de bouger comme ça tout le temps, qui reste au PSG en ayant la possibilité de jouer des matchs de très haut niveau. Maintenant si c'est pas possible, effectivement, il faudra des choix qui s'imposent, il faudra peut-être aller voir ailleurs. Justement, en parlant de ces problèmes de joueurs qui jouent pas forcément en club toujours et qui sont pas des titulaires majeurs, on va venir au problème aussi qui a été soulevé un petit peu, c'est le capitanat.
Finalement, aujourd'hui, on n'a pas quelqu'un en tant que capitaine qui ressort, à part peut-être Raphaël Varane, il est encore jeune peut-être pour ça. Déjà, il y a un capitaine qui ressort, il s'appelle Hugo Lloris, hein. Il est là depuis un petit moment. C'est lui le capitaine. Didier Deschamps dit que ça changerait pas, et si ça change pas, c'est que Didier Deschamps voit et sur le terrain et en dehors du terrain, que ce soit dans le vestiaire ou dans les séances d'entraînement ou dans la façon de se comporter avec le groupe, suffisamment d'éléments pour le pousser à maintenir Hugo Lloris comme capitaine. Et il n'y a jamais eu de vrai... je pense que c'est d'abord un débat journalistique et médiatique que le capitanat d'Hugo Lloris. Lloris est un leader en club, c'est un leader en équipe de France. C'est pas le joueur le plus expressif médiatiquement qui existe, mais si son s'exprimer convient à Didier Deschamps dans le groupe, il n'y a pas de raison de remettre en cause son capitanat. Donc ce dont on parle, c'est plutôt d'un capitaine bis ou d'un vice-capitaine. Blaise Matuidi est a priori le vice-capitaine de Didier Deschamps, et si Raphaël Varane a été capitaine sur les dernières rencontres, c'est parce que Hugo Lloris n'était pas titulaire et que Blaise Matuidi n'était pas là pour l'être. Raphaël Varane, il a aussi toutes les caractéristiques pour être je pense, un grand capitaine dans les années à venir. C'est un joueur ultra intelligent, c'est un joueur ultra performant, c'est un joueur avec un potentiel exceptionnel, c'est un joueur qui fait très peu d'erreurs. On va pas dire qu'il fait pas d'erreurs parce qu'on peut toujours faire des erreurs, mais c'est un joueur qui commet très peu d'erreurs. On a vu la façon dont il a muselé Cristiano Ronaldo au Stade de France dans le match entre la France et le Portugal. Et c'est un joueur qui a la carrure et les épaules, la réflexion, la maturité pour être le capitaine de l'équipe de France quand les deux qu'on a cités précédemment sont pas là, et puis à l'avenir quand il s'agira de désigner un nouveau capitaine. Justement, avec l'effectif de cette équipe de France, est-ce qu'on peut dire qu'elle sera favorite pour l'Euro 2016 ? Elle sera forcément favorite de la compétition, puisque d'abord elle l'organise, donc elle sera tête de série, qu'elle sort d'un quart de finale de Coupe du Monde qui est un quart de finale, malgré la défaite, qui est quand même plutôt réussi, qu'elle a réalisé une Coupe du Monde plus qu'honorable, et qu'un groupe s'est dégagé avec un état d'esprit qui est fait pour que l'équipe soit compétitive à l'Euro. Donc elle fera partie des favoris. Maintenant, de là à le gagner, évidemment, ce sera compliqué. On sait qu'il y aura plus d'équipes, ce sera la première fois qu'on aura un Euro à 24 équipes, que donc c'est une formule qui est faite pour que tous les gros soient là. On sait que l'Euro en général est plus difficile à gagner qu'une Coupe du Monde. Ce sera encore plus vrai avec le même nombre de matchs à gagner que pour une Coupe du Monde. C'était 6 avant, ce sera 7 maintenant, avec tous les ténors du foot européen qui sont là. Et justement, par rapport à cette question de favori pour l'équipe de France, est-ce que finalement c'est pas aussi un petit peu un handicap de faire 2 ans de matchs amicaux ? Si, ça peut être un handicap, mais c'est un handicap qu'on a rencontré quand la France a organisé la Coupe du Monde. Ça n'a pas empêché de la gagner. C'est le handicap que rencontrent toutes les équipes qui organisent une compétition. Ça a été le cas pour le Brésil. Voilà, ce sera le cas de l'équipe de France pour le prochain Euro. Ils sont obligés de le faire comme ça. Je trouve que la formule d'inclure l'équipe de France dans un groupe de qualification, je ne sais pas si elle change grand chose à l'idée du match amical, puisque les équipes qui jouent évidemment considèrent pas le match face à l'équipe de France comme une rencontre déterminante, souvent 3 ou 4 jours avant de jouer un match qui l'est lui pour la qualification. Mais je pense que le planning des Bleus, on sait qu'il va y avoir encore l'Italie, l'Angleterre, on sait qu'il y aura le Brésil. Voilà, ça reste quand même des matchs qui sont certes des matchs d'abord de prestige et des matchs amicaux, mais face à des équipes qui ont besoin aussi d'assurer un certain standing, d'être au niveau de leur statut pour pas être ridicule sur la scène internationale. Donc ça reste quand même des matchs sans l'adrénaline de la compétition, mais qui sont des matchs internationaux importants que les deux équipes veulent gagner. Donc ça permet quand même de s'étalonner, et ce qu'on voit de l'équipe de France en ce moment est plutôt intéressant. Justement, à propos de l'Euro aussi, est-ce qu'on peut dire dans un sens que
que la rénovation des stades et tout ce qui va autour, un peu comme pour la Coupe du Monde 98, est-ce qu'on a fait des erreurs, justement, après la Coupe du Monde 98, de gérer cette après-grande compétition chez nous? Et ces erreurs, est-ce qu'il faudrait justement ne pas les répéter maintenant après l'Euro et de vraiment arriver sur un modèle de grand stade rempli et une Ligue 1 plus attrayante? Et ça passe peut-être aussi par des grands investisseurs comme les Qataris au PSG. Ouais, alors, les investisseurs c'est bien, mais encore faut-il les avoir et avoir un club dont l'attractivité est suffisamment grande pour que l'investisseur en question vienne. Aujourd'hui, il n'y a pas 50 clubs en France c'est pas leur faire offense. 50 clubs en France qui n'ont pas l'attractivité du PSG pour attirer des grands investisseurs. Il y a Paris, il y a Marseille. Il y a éventuellement Lyon et Saint-Etienne, et encore, faudra voir pour leur potentiel public comme Lens par exemple. Et puis il y a Bordeaux pour tout ce qu'on sait de la région autour, puisqu'il y a pas mal d'investissements étrangers dans les vins et que ça peut intéresser d'être associé à ça pour le club de foot. Mais il ne faut pas rêver non plus, il n'y a pas d'investisseurs qui vont venir pour les 20 clubs de Ligue 1 actuellement. Après, pour ce qui est des stades, et l'erreur qui a été commise pendant la Coupe du Monde, c'était une erreur qui précédait la Coupe du Monde, c'était l'erreur de rénover les stades plutôt que de construire des stades. Et ça, c'est ce que la France a payé et ce que la Ligue 1 a payé pendant de nombreuses années. Et ça, cette erreur, évidemment, elle ne va pas être commise, puisque pour la grande majorité, on va avoir des stades et où on reconstruit. Alors le Parc des Princes est rénové, mais ce sera un Parc des Princes totalement différent. Le Stade de France est un stade qui existe, mais c'était la seule vraie construction de la Coupe du Monde, donc la question se pose. Après, Nice, Bordeaux, Lyon, Etienne a été reconstruit, Lens est en reconstruction. Tous ces trucs-là vont avoir des stades neufs ou quasi neufs. Le potentiel, il existera pour s'appuyer dessus et développer autre chose pour les années qui suivent. Donc déjà, on a tiré des leçons de la Coupe du Monde 98 et on n'est plus dans le même état d'esprit. Et justement, la situation d'avoir un club comme le PSG dit comme cadre européen, ça indirectement, ça peut aider aussi par rapport au regard qu'a l'Europe sur nous, ou même voir le monde entier. Le PSG, on sait par rapport à son effectif, peut gagner la Ligue des Champions. Même si n'importe qui peut la gagner, et donc il peut vraiment la gagner, il peut faire office des clubs favoris. Est-ce que ça aussi, le fait d'avoir un regard différent des nouveaux stades, est-ce qu'on sent pas finalement un vent nouveau sur le foot français qui fait du bien? Moi je trouve que c'est un vent qui tarde à venir, hein. Il y a eu un vent nouveau sur le PSG, derrière pour l'instant c'est un peu morne, hein. On attend, on parle aujourd'hui d'une éventuelle revente de l'OM, c'est serpent de mer et il n'y a pas vraiment de confirmation. Non, moi je trouve pas je sais pas, franchement j'ai aucune idée de ce que l'avenir des clubs en Ligue 1, l'avenir à court terme. C'est difficile à dire. Aujourd'hui, l'investissement il est d'abord sur le PSG. Évidemment, ça braque les projecteurs sur le championnat qui est mieux vendu à l'étranger parce que le PSG intéresse et que quand on veut acheter les droits du PSG, il faut acheter les droits de la Ligue 1 et que ça permet d'exposer le club de la Ligue 1 à l'étranger. Mais pour l'instant, l'effet PSG s'arrête au PSG. Et justement, ce PSG, est-ce que finalement, pour un petit peu sortir du contexte nouveau foot français, nouveau vent, est-ce que finalement on peut pas penser vraiment, ou est-ce que vous pensez que ce PSG-là peut gagner la Ligue des Champions et dans les années à venir vraiment la gagner? Est-ce que ce serait quelque chose déjà qui changerait un petit peu pour le foot français peut-être aussi? Ça ferait un peu un nouveau de gagner une vraie Coupe d'Europe parce qu'on n'en a pas des masses par rapport à nos voisins. Mais est-ce que on a eu. Donc c'est sûr que ça va plus vite. Les Coupes d'Europe, il y en a deux, et les Coupes de Champions, il n'y en a qu'une. Donc comme ça, le compte, il est vite fait. Maintenant, est-ce que le PSG peut la gagner? En tout cas, l'investissement qui est fait, il est fait pour gagner la Ligue des Champions. Maintenant, on voit les vainqueurs de ces dernières années. Ça reste même du très très lourd au niveau européen, des clubs installés, avec là aussi des gros investissements, parce que pendant que le PSG investit, les autres ils investissent aussi, hein, ils ne s'arrêtent pas, les cadres, avec en plus une expérience de la Ligue des Champions, les cadres européens, ils s'arrêtent pas parce que le PSG est arrivé, donc sur le papier, oui, le PSG peut gagner la Ligue des Champions. Maintenant, il va falloir montrer d'autres choses sur le terrain. On peut espérer que ça, que le PSG gagne la Ligue des Champions pour tout le monde, pour tout le foot français. Et
sur ce qu'on voit depuis le début de la saison, il va falloir être plus fort. Maintenant, il faut se méfier des équipes qui démarrent doucement et qui finissent fort, elles ont un potentiel comme celui du PSG. Évidemment, il faudra faire attention, en tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite et pour notre foot hexagonal, évidemment, en général. Écoutez, Rubec, on va vous remercier beaucoup pour nous avoir accordé un petit peu de temps. Avec plaisir, merci à vous. C'est un grand plaisir de vous avoir sur Radio Ville Lumière et en espérant vous retrouver très bientôt et pourquoi pas, d'ici là, plein de réussite pour le football français et le Paris Saint-Germain. Alors on l'espère, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Merci de même. Merci encore à Grégory Novak d'être passé sur la web radio Oville Lumière, avec comme animateur Céline Jérôme et Gabriel Aumont. A noter que lundi, nous aurons comme invité dans l'émission Au Calme de François Mercier, Jean-Michel Badiane, donc un ancien joueur du PSG. Voilà. Et le reste, les émissions sont mises sur le site. Bonne soirée.